Bonjour tout le monde. Écoutez, comme tous les lundis soirs, j'ai eu une excellente rencontre avec les experts de l'INES, de l'INES-PQ et de la santé publique. Et puis, je commence par une bonne nouvelle. D'abord, ici, dans la capitale nationale, la situation s'est beaucoup améliorée. On prévoit que dans les prochaines semaines, il va y avoir une baisse dans les hospitalisations. Donc, c'est une bonne nouvelle. La situation s'améliore pas seulement ici à Québec, mais aussi à Lévis, Bellechasse, Montmagny-Lillet. Donc, à ces 4 endroits, Québec, Lévis, Bellechasse et Montmagny-Lillet, je suis très content de vous annoncer qu'à partir de lundi prochain, le 10 mai, les élèves du secondaire vont retourner à l'école. Donc, même chose qu'à Montréal, ça veut dire secondaire 1 et 2, temps plein, secondaire 3, 4, 5, une journée sur 2. On va faire passer lundi prochain couvre-feu dans ces 4 endroits à 9h30 le soir au lieu de 8h et les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Donc, j'en profite pour dire merci aux citoyens de ces 4 endroits qui ont fait des efforts au cours des dernières semaines puis qui ont permis que la situation revienne sous contrôle. En Outaouais, la situation s'est améliorée quand on regarde le nombre de cas, mais ça reste très fragile. La grande majorité des lits qui sont prévus pour les patients COVID-19 sont occupés. Donc, tout ce qu'on fait lundi prochain, c'est qu'on va ouvrir les écoles primaires dans tout l'Outaouais. Par contre, dans les MRC de la vallée de la Gatineau et de Papineau, donc là où ça va mieux, là, c'est pas autour de la ville de Gatineau, on va passer des mesures d'urgence au palier rouge. Ça veut dire que dans les MRC de la vallée de la Gatineau et de Papineau, les écoles secondaires vont rouvrir, puis le couvre-feu va passer à 9h30 et les commerces non essentiels vont pouvoir ouvrir. Donc, lundi prochain, seulement dans les 2 MRC que je viens de mentionner. Dans les autres, ça reste mesure d'urgence. En Beauce-et-Chemin, il y a vraiment 3 MRC où on a des problèmes, où il y a encore beaucoup de contagions, Beauce-Sartigan, Robert-Clich, puis les Etchemins. Par contre, la santé publique est d'accord pour qu'on ouvre les écoles primaires. C'est la seule chose qu'on va changer, donc en Beauce et les Etchemins. Juste à côté de ces 2 sous-régions-là, il y en a une région qui se trouve en Estrie, donc qui s'appelle Granit. C'est autour, dans le coin de Lac-Mégantic, où là, c'est devenu l'endroit per capita où il y a le plus de cas actifs. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, toute la RLS qu'on appelle de Granit va passer en mesure d'urgence dès demain soir à minuit. Donc, ça veut dire que les commerces non essentiels vont devoir fermer. Couvre-feu va être à 8 heures le soir. Puis malheureusement, on est obligé de fermer les écoles secondaires où l'enseignement va se faire à distance. Dans le Bas-Saint-Laurent, la situation reste difficile, donc aucun changement aux mesures qui sont en place. Je termine par une bonne nouvelle. La situation s'est vraiment beaucoup améliorée en Abitibi-Témiscamingue. Donc, lundi prochain, l'Abitibi-Témiscamingue va passer du orange au jaune. Ailleurs, la situation est stable, sous contrôle. Donc, pendant que les Québécois font des efforts pour réduire les contacts, la vaccination se poursuit. Puis ce qu'on espère dans les prochaines semaines, c'est que les régions passent du rouge au orange au jaune, etc. Mais il faut que ça se fasse très graduellement. Je sais, entre autres, que les propriétaires de restaurants là, ont hâte de passer au orange. Puis d'ailleurs, j'en profite pour demander aux Québécois qui sont capables de le faire
d'aller chercher des commandes à emporter dans les restaurants qu'ils font. Je pense que ça enverrait, d'abord, ça aiderait financièrement les propriétaires de restaurants, mais aussi ça aiderait le moral. Mais on espère, dans les prochaines semaines, là, être capable de passer le maximum de zones au orange pour pouvoir rouvrir les restaurants. Donc, vous l'avez remarqué, on est rendu au mois de mai. On avait dit que le mois d'avril serait dangereux. Je trouve qu'on s'en sort très bien. Très, très bien même. Quand on regarde, quand on se compare avec, par exemple, l'Ontario ou l'Alberta, on a la moitié moins de cas et d'hospitalisation que l'Ontario puis l'Alberta. Donc, ça veut dire qu'on commence le mois de mai en bonne position. Et encore une fois, je veux remercier tous les Québécois pour leurs efforts. Je sais qu'on est tanné, tout le monde est tanné, mais je pense que ça commence à bien regarder pour avoir un bel été. Mais la clé, évidemment, c'est la vaccination. Christian a annoncé ce matin que ceux qui veulent se faire vacciner sans sortir de leur auto vont pouvoir le faire. On commence par à l'aéroport de Dorval. Et je veux en profiter, féliciter Christian et toute l'équipe qui vaccine. Là, franchement, très fier quand on se compare encore avec ce qui se fait ailleurs. Et jusqu'à présent, la clé, une des clés du succès, c'est que les Québécois plus âgés, quand il est venu leur tour, sont allés se faire vacciner. Donc, dans les groupes d'âge plus élevés, on a déjà atteint 75 %. Notre défi, c'est quand on ouvre les autres groupes d'âge plus jeunes, qu'on obtienne aussi le 75 %. Donc, je veux qu'on s'inspire de nos aînés qui ont répondu à l'appel. C'est une condition essentielle pour être capable de recommencer à voir nos familles, voir nos amis, les soupers du vendredi soir. Et j'aimerais bien ça, puis Christian aussi, que le Québec soit un des endroits au monde où les citoyens ont le plus accepté de se faire vacciner. Ça nous permettrait d'avoir une plus grande protection communautaire. Donc, si vous avez de vos amis, vos proches qui hésitent, essayez de les convaincre. Sinon, demandez-leur d'aller voir leur médecin, d'aller voir leur pharmacien pour qu'on réponde à leurs questions parce que le vaccin, c'est essentiel pour avoir un bel été. Good afternoon, everyone. Bonjour, la situation s'améliore à Québec. Je suis content de pouvoir annoncer que les jeunes du secondaire pourront retourner en classe lundi. Également, lundi, le couvre-feu sera à 21h30. Les entreprises ou les commerces non essentiels pourront rouvrir. Donc, j'aimerais remercier les gens de Québec de tous leurs efforts. Dans l'Outaouais, la situation s'améliore, mais c'est encore assez fragile. Les écoles primaires vont rouvrir lundi prochain et dans la vallée de la Gatineau et Papineau, c'est-à-dire dans cette MRC, ils vont retourner en zone rouge. Ça veut dire que les écoles secondaires vont rouvrir. Le couvre-feu dans ces deux MRC sera à 21h30 et les commerces non essentiels vont rouvrir leurs portes. Mais de nouveau, seulement dans ces deux MRC. Dans Beauce-et-Chemin, il y a encore beaucoup de cas actifs. Donc, la seule chose qui va rouvrir lundi, ce sera le primaire. Nous avons également une région avec beaucoup de cas actifs en Estrie, donc la région du Granit, et cela inclut le lac Mégantic. Il nous faut donc appliquer des mesures d'urgence à partir de demain soir à minuit. Donc, les commerces non essentiels devront fermer leurs portes et le couvre-feu sera à 20 heures. Et hélas, les écoles secondaires vont fermer leurs portes. La bonne nouvelle, la situation s'est améliorée de beaucoup dans la Abitibi-Témiscamingue, donc la région sera maintenant dans la zone jaune à partir de lundi. Entre-temps, nous continuons de vacciner de plus en plus de gens tous les jours et nous nous rapprochons de la vie normale. Mais si nous voulons nous y rendre, il faut lever les restrictions de façon graduelle et au moins 75 % des Québécois de plus de 18 ans doivent être vaccinés. Le vaccin est un élément essentiel pour avoir un été
qui pourra nous satisfaire. Il faut donc continuer les efforts. Je vous remercie. Nous allons amorcer la période des questions avec Fanny Lévesque de La Presse. Bonjour à vous trois. Je voudrais savoir une précision sur le vaccin de Johnson & Johnson et sur celui d'AstraZeneca, mais vous allez comprendre, ça va bien ensemble. Je sais que pour le Johnson & Johnson, vous attendez un avis du cycle pour l'utilisation, mais est-ce que déjà vous pouvez garantir aux Québécois qu'ils pourront le choisir ou non, comme c'est le cas avec le AstraZeneca? Et pour la deuxième dose du Astra, c'est la même chose, on attend des recommandations, mais est-ce qu'il y a déjà une possibilité pour que quelqu'un qui ne voudrait pas recevoir une deuxième dose d'Astra puisse recevoir un vaccin ARN? Mais tout ça est en évaluation. Vous comprendrez que le principe, je pense que mon ministre pourrait compléter, le principe que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont recevoir, pour nous, c'est très important. On appelle ça un consentement éclairé, là. Il ne sera pas question, comme on l'a fait antérieurement, de cacher puis de vous faire passer des doses de vaccin sans que les gens sachent. Si c'est du Johnson & Johnson qui va être dans une clinique, ça sera donc divulgué. Pour ce qui est de la question de l'interchangeabilité de vaccins, là, pour le moment, c'est encore à l'étude parce qu'il faut avoir vraiment s'assurer que ça fonctionne, que c'est aussi bénéfique ou sinon plus ou moins. Fait que ça, pour le moment, on va attendre les recommandations. Mais avec, je vous dirais, plus de vaccins, comme on n'a pas eu beaucoup au début, là, il va probablement avoir potentiellement ce genre de choses possibles. Merci. Je voudrais vous entendre sur le passeport vaccinal. Je sais qu'encore là, il y a beaucoup d'évaluations qui sont en cours, mais il y a énormément de tergiversations sur la question. On sent que les gens sont attentifs à ça. Bon, Ottawa dit que ça va probablement, on va avoir un vaccin, pas un vaccin, pardon, mais un passeport pour voyager. Donc, au Québec, est-ce qu'on peut s'attendre, même si on sait qu'on n'a peut-être pas tous les morceaux, là, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on doive présenter quelque forme que ce soit de passeport vaccinal ou de preuve vaccinale pour entrer dans des services, des festivals? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut à ce stade-ci? Bien, je vais vous répéter, là, on n'est pas encore rendu là à ce qu'on a demandé. Pour toute la question de l'utilisation, on a demandé à la santé publique. Il y a quand même eu une première opinion qui a été faite par l'INSPQ il y a quelques semaines. Mais on a demandé à la santé publique de nous faire vraiment une opinion là-dessus. Mais en attendant, puis comme je m'étais engagé il y a plusieurs semaines, j'ai dit ma préoccupation, c'est de donner une preuve vaccinale digitale. Alors, comme promis, là, j'ai eu une rencontre avec ma sous-ministre vendredi dernier. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Donc, un code QR disponible avec l'information nécessaire. Donc, l'aspect technique de la preuve vaccinale avance très bien. Maintenant, moi, ce que je dirais, là, pour pas mettre de faux espoirs, il faut s'assurer, puis on veut bien comprendre que ça serait après la deuxième dose que cette preuve vaccinale-là serait disponible. Parce que pour être ce qu'on appelle vacciné, il faut avoir les deux doses. Donc, ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est très encourageant. Ça suit tout ce qu'on fait dans ce qu'on appelle notre carnet santé avec SIPMI, là, qui est notre plateforme qui va très bien d'ailleurs, qui est la plateforme dont on sert pour Clic Santé pour réserver. Donc, de faire le lien avec le code QR, je dirais pas que c'est facile, mais on a des gens qui ont travaillé là-dessus. Puis ce que j'ai vu vendredi passé fait que quand on aura le besoin d'émettre une preuve vaccinale qu'un patient, qu'un Québécois a reçu 2 doses, on va être prêt à le faire. Donc ça, c'est plus un enjeu. Là, techniquement, on va être capable de livrer la marchandise là-dessus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais sur la question de comment et quand on va pouvoir s'en servir, bien ça, je vais laisser les gens de la santé publique nous revenir dans les prochaines semaines là-dessus. Mais on avance là-dessus. Vincent Larrain, QMI. Oui, bonjour. Monsieur Legault, j'aimerais vous poser une question sur la démission de votre ministre, Mme Proulx. Dès février 2020, on savait qu'il y avait des allégations de harcèlement à l'intérieur de son bureau. J'aimerais comprendre pourquoi ça a été si long avant que Mme Proulx prenne sa démission finalement et pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'agir. OK. Bien, d'abord, effectivement, on a eu des informations l'année dernière qu'il y avait un climat de travail qui était difficile au bureau de Marie-Ève Proulx. On a rencontré Marie-Ève Proulx. On lui a donné des services. Elle a eu droit aux services, entre autres, de coach. Et malheureusement, bien, on se rend compte que la situation ne s'est pas suffisamment
améliorée. Donc, Mme Proulx a donné sa démission comme ministre aujourd'hui. Elle reste députée et on va faire un suivi là, pour le personnel à son bureau de comté. Justement, concernant le personnel de son bureau de comté, elle reste dans le caucus de la Coalition Avenir Québec. Comment vous tolérez qu'une députée qui fait l'objet de telles allégations puisse toujours être membre, fasse partie de votre parti? Bien, écoutez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du travail à faire pour améliorer sa gestion du personnel. On me dit que la situation est quand même relativement bonne à son bureau de comté. Puis on va suivre de près la situation. Donc, on va s'assurer d'aller vérifier. Parce que pour moi, là, c'est non négociable. Partout où j'ai travaillé dans ma vie, que ce soit quand j'étais président d'Air Transat ou depuis que je suis en politique, on peut être exigeant, on peut travailler fort, mais ça doit se faire dans le respect, même, je dirais, dans la bonne humeur. C'est important qu'on ait du plaisir. Et pour moi, une organisation, que ce soit privée, publique, là, c'est comme une petite famille. Tout le monde doit s'aimer, faire attention les uns aux autres. Donc, c'est pas le genre de climat que je souhaite. Claudie Côté, TVA. Vous trois. Une question sur la vaccination. Donc, au rythme où ça va, la plupart des gens vont avoir leur rendez-vous même avant la date qu'on avait comme cible, là, donc avant le 24 juin. On parle peut-être même, si tout va bien, dans la première semaine de juin. Et avec les doses qui sont disponibles, qu'en est-il pour la vaccination des 16-17 ans? Est-ce qu'on pourrait procéder au mois de juin? Et d'ailleurs, on attend... la FDA doit, là, dans la semaine prochaine, parler de la vaccination des 12-15 ans. Habituellement, le Canada suit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe d'âge-là aussi? OK. Si vous permettez, je vais prendre la première partie de la question, puis je vais laisser au Dr Arruda là, pour les 16-17 et pour les plus jeunes. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est sûr que ce qui va très bien en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de vaccins qui rentrent, puis vous savez, on a presque un peu plus que 450 000 Pfizer qui nous rentrent à toutes les semaines pendant 5 semaines de mai. C'est majeur. Donc, vous avez raison, si les Québécois vont se faire vacciner, puis j'en profite pour passer le message, là, il reste encore même des rendez-vous cette semaine. Parce que lorsque les gens réservent, les gens du bloc de 45 à 49 ans qui a commencé hier, on a eu une première grosse journée où à peu près 168 000 personnes ont pris des rendez-vous. J'en ai un petit peu moins que ça aujourd'hui, mais il me reste encore de la place cette semaine. Là. Je regarde les 7 prochains jours, là, il nous reste encore 20 000 places pour se faire vacciner globalement au Québec. Il y a des régions qui n'en ont pas, là, mais dans certaines régions. Donc, c'est beau avoir les vaccins, mais il faut que les gens viennent se faire vacciner. La bonne nouvelle, lorsqu'on est à 3,1 millions de vaccins première dose, si vous rajoutez 2 millions de vaccins, c'est vrai qu'à 5,1 millions, on va être très près de notre objectif de 5,3 millions. Mais pour ça, il faut que les Québécois soient là au rendez-vous à tous les jours, à toutes les semaines, parce qu'on peut vacciner 450 à 500 000 vaccins par semaine, et plus avec les Moderna qui sont maintenant disponibles. Donc, à votre première partie de la question, c'est sûr que ça pourrait finir avant le 24 juin. Mais pour ça, il faut que les Québécois veulent se faire vacciner. Et comme le premier ministre l'a dit, qu'on dépasse notre cible de 75 % pour toutes les catégories. Fait qu'à chaque fois qu'on rouvre une catégorie, comme pour celle de demain, donc demain, c'est 40 à 45 ans qui se rouvent demain matin, bien moi, je dirais aux gens, il y en a qui ont même fait ça un petit peu la dernière fois, ils vont voir le soir, là, avant de se coucher, parce que des fois, ça rouvre un petit peu plus tôt. Alors, assurez-vous que vous allez réserver pour être capable d'être dans les 200, 250 000 qu'on veut qu'ils réservent pendant les prochains jours. Pour le reste, je passerai à Dr Arruda. Bon, le Comité canadien et le Comité d'immunisation du Québec regardent de très près ce qui se passe en termes d'homologation de vaccins pour les gens plus jeunes. On sait que Pfizer, probablement assez tôt, à brève échéance, va avoir l'autorisation pour les 12 à 15 ans. Donc, il faut comprendre que nous, on est déjà en train de travailler, notamment avec le ministère de l'Éducation, là, pour voir, et en fonction des doses qu'on va recevoir, comment on pourrait faire la vaccination de ces clientèles-là. Si le vaccin est disponible pour 12 à 15 ans et plus, à ce moment-là, ça pourrait être une éventualité. On va attendre l'avis du SIC, bien entendu, mais on se prépare.
dans cette perspective-là. Ce qui pourrait... Un scénario potentiel, c'est qu'une première dose pourrait être donnée en cours d'été, puis une deuxième dose quelque part à la rentrée scolaire, ce qui protégerait les élèves de 12 ans et plus au niveau du secondaire, qui sont des lieux de transmission. Merci. Maintenant, en sous-question, Monsieur Legault, vous avez ouvert la porte à la suite des choses en disant, bon, bientôt, on va peut-être pouvoir souper ensemble, les restaurants pourront ouvrir graduellement, mais vous avez mis l'accent sur le 75 de taux de vaccination pour une première dose. Or, il y a d'autres juridictions dans le monde où on a mis des ouvertures avec des taux plus bas, comme par exemple 44 45 Est-ce que c'est absolument 75 qu'il faut avoir pour pouvoir pour pouvoir espérer déconfiner ou ça pourrait se faire plus rapidement? Bien, écoutez, c'est le genre de questions que je pose au moins une fois par semaine aux gens de la santé publique. Où est la barre? Évidemment, il y a le taux de vaccination, mais ce qu'on m'explique, ce que les experts m'expliquent aussi, c'est la situation de la contagion. Donc, on a combien de cas, il y a combien d'hospitalisations, donc pas juste le pourcentage de vaccination. Donc, effectivement, moi aussi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'ouvrir davantage avant même le 75 %, mais je me dis que si les Québécois, on vise à ce que 75 % de chaque groupe d'âge se fasse vacciner d'ici le mois de juin, on se donne des très bonnes chances de passer un bel été puis d'avoir des belles réponses du Dr Arruda. Alors, pensez à Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. D'abord, M. Legault, je sais que vous êtes un fan de hockey. Hier, Cole Caulfield nous a ébloui. Hein? Wow, je suis d'accord avec vous, M. Lacroix. C'était beau à voir. C'était quelque Suzuki chose. Aussi, belle passe. Ouais. Alors, donc, franchement, un jeune qui dégage la positivité. Exactement. Non, pas du tout. Deuxième question. C'est l'amorce de la première question. Dans les petits pots, les meilleurs sont Quand croyez-vous que les Québécois vont pouvoir aller voir ces joueurs-là de visu, là, physiquement, au Centre Bell? Est-ce que ça se discute en ce moment? Est-ce qu'il pourrait y avoir une permission accordée, par exemple, au sport professionnel pour recevoir des spectateurs dans les gradins? Bien, d'abord, avant de passer la parole au Dr Arruda, je veux vous confirmer que oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle avec le Dr Arruda. Imaginez-vous hier soir si ça avait été plein au Centre Bell pour le but de Cole Caulfield, ça aurait été effrayant. Mais je suis certain qu'on a entendu ça dans les chaumières, là, chacun chez soi. Mais c'est une très bonne question que j'ai posée plusieurs fois au Dr Arruda, puis j'attends la réponse. Il y a effectivement des discussions, pas des discussions, mais des réflexions en lien avec l'augmentation de la couverture vaccinale, puis de l'avancement, puis le contrôle des éclosions, là, qui permettrait de réouvrir effectivement un auditoire. Il ne serait probablement pas au complet au début. Il y aurait moins de gens à l'intérieur pour respecter certains principes de distanciation, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout éliminé, là. Et certains pourront aller vibrer sur place plutôt que de vibrer devant leur télévision. On peut avoir juste un ordre de... Bien, écoutez, ça peut comment... de date? Ben oui, l'échelonner dans le temps. Je ne m'avancerai pas pour des dates. Là. Je veux juste m'assurer. Il faut que j'ai encore des discussions à avoir là, par rapport à l'épidémie. Mais d'où l'importance que tous ces plaisirs-là, qui peuvent être celui-là ou d'autres, soit réalisable à mesure que notre couverture vaccinale va augmenter. Vous savez, là, le chiffre, là, plus on va avoir des gens vaccinés, plus on a moins de chances qu'il y ait des éclosions, plus et donc, ça, c'est véritablement là, l'effort que tous les Québécois doivent faire. Pour le moment, on est encore dans des situations fragiles. Il y a des zones qu'on a dit à haut risque pour lesquelles il y a des spots d'éclosion. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas relâcher complètement. Puis si vous passez de la mesure d'urgence à rouge, de grâce, pensez pas que c'est de l'orange ou du jaune. Maintenez vos éléments, faites-vous vacciner, puis ensemble, on va pouvoir retourner à une vie un peu plus normale si tout le monde fait ces efforts-là. Olivier Bossé. Attends un peu, là. Je peux poser ma deuxième question. Oui, mais sans relance cette fois-ci. Est-ce que, comme plusieurs pays le font actuellement,
vous avez mandaté quelqu'un dans votre cabinet, M. Legault, ou peut-être le ministre de la Santé, pour préparer une loi sur le retour à la normale. En France, ils l'appellent la loi sur la gestion de la sortie de crise sanitaire. Est-ce qu'on est en train de préparer une telle sortie de crise en ce moment? Bien, ce que j'ai demandé, puis ce sur quoi Christian travaille, je le disais la semaine passée, c'est une séquence, là. Donc, quelle est la séquence pour le retour à la vie normale? Dans quel ordre ça va se faire? C'est là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus que Christian travaille. Merci. Olivier Bossé, Le Soleil. Monsieur Legault, on vous a entendu le répéter, c'est des déconfinements graduels, une reprise graduelle. Comment déconfiner plus à Québec alors qu'on n'a pas encore d'idée de l'impact de l'ouverture des écoles primaires, par exemple, qui ont lieu juste lundi? Bien, il y a une marge de manœuvre, là. Les experts, d'abord, on voit que les hospitalisations ont baissé. Deuxièmement, les experts nous disent on prévoit une baisse des hospitalisations dans les prochaines semaines, compte tenu des cas qu'on a eus dans les dernières semaines. Donc, ça nous donne une marge de manœuvre et ça nous permet, avec la santé publique, là, d'ouvrir un peu. Plus largement, on voit des pays européens qui ont une couverture vaccinale moins importante et qui ont plus de cas par 100 000 habitants, qui commencent à déconfiner. C'est quoi le facteur important? Pourquoi eux commencent à déconfiner plus, puis nous, on attend, ou c'est par région? Vous voyez ce que je... Les systèmes de soins ne sont pas tous les mêmes. Il faut regarder notre situation particulière qu'on a chez nous, les éclosions, les milieux, etc. C'est sûr qu'il y a des expériences différentes ailleurs. On a vu des gens relâchés, puis après, c'est obligé de resserrer. Là. Fait que c'est une question du risque. Je veux dire, tout ça est une question de gestion de risque. Nous, on a voulu donner priorité aux élèves, aux enfants. Je veux dire, on sait qu'avec les écoles, il va peut-être avoir une réaugmentation de cas, etc., mais qu'il n'y aura peut-être pas le même impact qu'on a déjà connu. Puis je vais en profiter aussi pour vous dire que cet après-midi, à 2h, il va y avoir de mes avis qui vont être rendus publics, là, parce que vous vouliez, là, juste vous dire que il y a certains de mes avis qui vont être rendus publics, là, qui vont s'ajouter aux 14 qui ont déjà été publiés. Vouliez-vous mentionner quelque chose à propos de ces avis-là, M. Arruda? Non, je voulais tout simplement vous dire que, comme on l'avait dit, ils vont être rendus sur le site web du ministère. Vous pourrez les consulter. C'est sûr que l'avis qui fait les recommandations d'aujourd'hui n'est pas là parce qu'on se donne un certain délai pour être capable de le traiter adéquatement. Très bien. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Je veux revenir à la vaccination. Vous avez évoqué là, les différentes tranches d'âge, les possibilités qu'il y ait peut-être certaines réticences chez certaines tranches d'âge. Est-ce que vous avez déjà une idée des moments là, dans la campagne de vaccination où ça pourrait être plus difficile de rejoindre les Québécois? Jusqu'à maintenant, non, je dirais pas de réticence. On le surveille de très, très proche parce que, comme j'ai expliqué, on est capable de voir, là, avec l'information qu'on a maintenant qui est assez directe, là, de suivre à quelle vitesse les gens prennent le rendez-vous. Puis c'est pour ça que je le publie sur les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, les nouvelles catégories qu'on a ouvertes à compter de vendredi dernier se sont très, très bien remplies. Par exemple, ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'on a déjà atteint le 75 % pour la catégorie 60-65. Il y a juste à Montréal où on est un petit peu en bas, mais c'est 10 000 vaccins. Alors, 10 000 vaccins sur l'île de Montréal, c'est pas grand-chose, mais je le mentionne parce qu'à chaque fois, ce qu'il faut faire, il faut être capable de battre notre 75 %. Le 75 % qu'on avait donné pour le 24 juin, pour moi, c'était un minimum. Alors, à chaque fois que dans chacune des catégories, exactement ce que le premier ministre a dit, on veut être capable de battre chaque catégorie qu'on rouvre. Alors, c'est pour ça qu'on va garder les gens informés là-dessus. Mais je vous rappellerai, puis j'en profite aujourd'hui, le premier ministre avait dit que le mois d'avril, pour moi, c'était le mois de tous les dangers. Je pense qu'on l'a très bien passé, le mois d'avril. Moi, je vous dirais que le mois de mai, c'est le mois de la vaccination. S'il y a quelque chose à retenir dans les prochaines semaines, c'est de profiter de ces 2 millions de vaccins-là qu'on a de Pfizer. C'est une opportunité incroyable. Rappelez-vous, là, il y a un petit peu plus qu'un mois, on pensait qu'on en avait 1 million de vaccins en mai. On en a 2 millions. Et ça, c'est une chance inestimable. Daniel Paré m'en reparlait encore hier.
d'accélérer la deuxième dose un petit peu partout. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on est en train de regarder, mais je veux savoir à quelle vitesse les Québécois qui ont accès là, jusqu'à la semaine prochaine vont en profiter. Puis après ça, on va être capable de réajuster notre stratégie pour aller chercher les deuxièmes doses plus rapidement. Fait que je veux juste le rappeler, le focus des prochaines semaines, c'est de profiter des jours, des ajustements qu'on fait tous les 2 jours pour que vraiment le mois de mai soit le mois de la vaccination. Merci. Monsieur Legault, je voulais revenir sur la démission de Mme Proulx. Si on vous inclut dans le calcul, votre Conseil des ministres sort de la zone paritaire, légèrement, mais il sort quand même. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ajuster ce calcul-là? Parce que vous aviez promis un Conseil des ministres paritaire. Bien, il n'y a rien de décidé pour l'instant, là, mais c'est pas impossible, effectivement, qu'on pose un geste dans les prochains mois pour revenir dans la zone paritaire. Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour vous trois. Juste pour clarifier, M. Legault, est-ce que vous ou votre cabinet avez demandé à Mme Proulx de démissionner ou est-ce qu'elle l'a offert de son propre chef sans même que personne dans votre entourage prenne l'initiative de lui demander? Bien, disons que c'était d'un commun accord. Très bien. Et vous avez dit donc c'est tolérance 0 pour vous. Là, c'était quasiment tolérance 15 pour Mme Proulx, on a l'impression. Est-ce que... Qu'est-ce que vous saviez de cette affaire-là dès l'origine? Qu'est-ce que vous saviez ou saviez-vous quelque chose de cette affaire-là dès l'origine, dès qu'il a commencé à avoir vent de cette histoire? Bien, écoutez, l'année dernière, on a vu qu'il y avait des démissions. Il y a plusieurs raisons. Démissionner, ça peut être parce qu'on accepte un poste mieux payé ailleurs. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais j'ai entendu parler l'année dernière du climat qui était difficile. Et vous savez, j'ai de l'expérience sur l'entreprise privée. C'est pas toujours évident, comme disent certains, de gérer du personnel. Et c'est pour ça qu'on a dit, on va offrir à Marie-Ève un coach qui va pouvoir l'aider à gérer le personnel. Malheureusement, ça n'a pas donné assez de résultats. Puis là, je suis obligé d'arriver à la conclusion là, qu'elle ne peut pas rester ministre. Maxime Denis, Nouveau. Bonjour, monsieur. Concernant la vaccination, monsieur Dubé, vous nous aviez déjà donné un chiffre sur les doses perdues. Des fois, ça peut être des problèmes. Bon, est-ce qu'on a une idée des doses perdues à jour? Et comment on s'assure qu'en fin de journée, oui, il y a les listes de rappel, mais comment on s'assure qu'il n'y a pas de gaspillage de doses? Bien, écoutez, c'est une bonne question. J'ai pas le chiffre devant moi. Je vais le vérifier, puis je pourrais même vous le mentionner, peut-être au prochain point de presse. Donc, on a réussi jusqu'à maintenant, parce que vous le savez, quand je pense que plusieurs d'entre vous ont visité nos différents sites de vaccination, l'équipement qu'on a pour s'assurer qu'on n'a pas de perte est quand même de très, très haute qualité. Donc, et on s'est ajusté. Alors, donc, de perte comme telle, la réponse est non, c'est mineur. Je vous parlais l'autre fois, la dernière fois, je pensais il y a 2 semaines, je vous avais dit à peu près 200. Bon, je ne sais pas comment ça a évolué, mais je pourrais le vérifier. Maintenant, sur la question comment on se sert de nos listes de rappel, mais là, je vous dirais qu'on a encore plus de flexibilité maintenant parce que là, on n'a pas besoin de s'assurer qu'on vérifie avec du personnel de la santé ou il y a tellement de demandes puis il y a tellement de vaccins que je pense qu'on n'a pas d'enjeu à trouver les bonnes personnes pour vacciner quand on a. Mais il y a une chose qui est intéressante, puis je vais finir là-dessus. Si aujourd'hui, puis plus on va monter, je voudrais juste qu'on s'entende que lorsqu'on vaccine 80 ou 100 000 personnes par jour, il est normal d'avoir des pourcentages de 2-3 % de gens qui ne se présentent pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Avec Pfizer, la chance qu'on a, c'est que ces vaccins-là restent dans les congélateurs pour les reports d'une journée. Donc, la question de faire des pertes est de moins en moins certaine. Monsieur Legault, on entendait des restaurateurs demander de pouvoir ouvrir les terrasses à la mi-mai, une bonne sangria, profiter de l'été. Est-ce que, tranquillement, pas vite, justement, on parlait de zone rouge, zone orange, là, est-ce qu'on peut commencer à rêver, à avoir espoir de peut-être trouver cette vie-là un peu, là? C'est pas moi qui vous ai demandé de poser cette question. Si vous savez jusqu'à quel point j'aime vous donner de l'espoir, moi, je pense que c'est quelque chose qui va être fait. Mais encore là, quand je vous dis... Mi-mai. Bien, écoutez, on va parler ici de
des choses qui pourront être à l'extérieur, OK? Il faut parler ici d'une population vaccinée adéquatement. Il faut parler ici d'introduction de nouveaux variants. Faut parler, je ne sais pas si vous comprenez tout ça. C'est pour ça que je vous dis, là, je comprends que les gens sont vraiment tannés. Mais si on vous met au rouge, vous n'êtes pas dans l'orange encore. Donc, respectez les consignes du rouge pour qu'on puisse en arriver. Parce que chaque dose de vaccin donnée, puis ça va en grande quantité, là, ça augmente l'immunité. Fait que quelque part, je pense qu'il va falloir donner. Et espérons aussi qu'on va avoir ce qu'on appelle une saisonnalité du virus, hein, qui pourrait être un facteur qui va faire qu'on va avoir moins de risques. Si je peux me permettre de le mettre dans mes mots, parce que le premier ministre me le demande à moi aussi souvent. Des grands docteurs là, que vous avez eu la chance de côtoyer avec le Dr Arruda, le Dr Mancé, le Dr Lidvac, ce qu'ils nous disent toujours, il y a un équilibre entre les mesures sanitaires et la vaccination. Plus on est capable de monter la vaccination, plus on peut s'ajuster dans les mesures sanitaires. Alors, vous me voyez venir, si on veut enlever des mesures sanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter la vaccination. Alors, je le répète, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Mois de mai, mois de la vaccination. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. Il y a des propos hier qui ont été tenus par des membres du Comité consultatif national de l'immunisation qui ont surpris certaines personnes. Dr Quach a déclaré « Prendriez-vous le risque, même s'il est à 1 sur 100 000, d'avoir un vaccin pour lequel une complication sévère pourrait survenir, ou si vous savez que dans 2 semaines, vous pouvez avoir le vaccin ARN messager, l'attendriez-vous? » Fin de la citation. Quel est votre message pour les gens là, qui ont pris des rendez-vous pour AstraZeneca dans les prochains jours ou qui vont en recevoir une deuxième dose? Est-ce qu'on est mieux d'attendre? Est-ce qu'on a encore besoin de l'AstraZeneca compte tenu de toutes les doses Pfizer, justement, dont vous parliez? Je vais commencer, puis je vais laisser à Dr Arruda sur l'aspect de... Alors, premièrement, on a toujours dit que ça prenait un consentement éclairé. Il nous reste un petit peu plus que 30 000 doses d'AstraZeneca sur les 400 000 et plus qu'on a reçus. Et si j'inclus la première phase de 100 000, c'est plus de 500 000 doses qu'on a reçues. Donc, si les gens ne veulent pas prendre l'AstraZeneca, il n'y a personne qui va en tenir rigueur à personne, parce qu'il en reste un petit peu plus que 30 000. Mais je vous dirais quand même qu'il y a des gens, encore hier, qui ont pris des réservations, puis qui ont honoré leurs réservations, sachant que c'était du AstraZeneca. Donc, il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, après avoir consulté leur médecin. Mais comme je vous dis, on n'est plus dans la même situation où il y a presque 2 mois, où on disait aux gens, bien, vous avez la chance de prendre l'AstraZeneca aujourd'hui dans la catégorie 45 ans et plus, ou d'attendre 6 à 8 semaines. On n'est plus dans cette situation-là. Alors, pour le reste, je vais laisser le Dr Arruda compléter. Il faut comprendre que si c'est une question de gestion du risque, hein, le risque d'avoir attrapé la COVID-19 actuellement, avec le taux de circulation qu'au Québec est quand même présent. Donc, quelque part, vous pourriez vous retrouver avec des thromboses, un embolie, aux soins intensifs, en mourir aussi quelque part. C'est une question de gestion du risque. Et actuellement, on considère qu'à ce stade-ci encore, c'est vrai chez nous, encore plus vrai dans d'autres provinces comme l'Ontario puis l'Alberta, l'utilisation de l'AstraZeneca est encore indiquée. Mais là, on ne forcera pas personne, comme le dit notre ministre. Mais je pense que quelque part, si jamais il y avait une autre épidémiologie, puis qu'éventuellement, il y a d'autres types de vaccins, puis on n'est pas en diminution, il est possible que ce vaccin-là va être moins préféré comme tel. Mais ça demeure actuellement, à mon avis, un excellent instrument. Je ne veux pas nier les 1 sur 100 000. On a eu d'ailleurs 4 cas à date dont un reste à confirmer là, au Québec, ce qui correspond en deçà du nombre de 1 par 100 000. Au-dessus de ça, je veux dire. Donc, quelque part, ça demeure encore une question de risque. Puis, il y a plusieurs personnes qui préfèrent être protégées dès maintenant pour la COVID-19 parce qu'ils se font exposer ailleurs, etc., que de vivre ce risque-là. Peut-être j'ajouterais, là, puis je ne suis pas un expert, mais je vais vous dire, moi, je vais vous donner quelques chiffres, moi, qui m'ont parlé, que j'ai entendu d'experts. C'est-à-dire, une personne qui ne se fait pas vacciner a 28 chances sur 100 000 de faire une thrombose. Une personne qui se fait vacciner à AstraZeneca, c'est 29 chances sur 100 000. Puis une personne qui prend la pilule, là, la contraception orale, c'est 98 chances sur 100 000. Donc, si vous prenez la pilule, vous ajoutez 70 chances sur 100 000. Mais si vous prenez le vaccin AstraZeneca,
Vous passez de 28 à 29, pas de 28 à 98. Donc, oui, le 1 sur 100 000, il est inquiétant. Puis là, je pourrais vous donner des chiffres si vous prenez votre auto, si vous prenez... C'est pas beaucoup de choses dans la vie qu'on peut faire sans aucun risque. C'est sûr, 1 sur 100 000, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. Mais il faut informer. Ça aide, là, mais bon. Sur un autre sujet, on apprenait depuis hier que dans certains hôpitaux montréalais, il y a des anesthésiologistes qui ont retardé le début de certaines chirurgies, qui sont insatisfaits des coupes salariales qui ont été imposées par l'Institut de la pertinence. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans le contexte du délestage, des chirurgies reportées? Avez-vous un message pour les anesthésiologistes? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement au-delà de la lettre du Dr. O'Patterney? Bien, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais très content de la vaccination. Je suis vraiment pas content de la situation avec les anesthésistes. Pour moi, c'est totalement inacceptable ce qu'ils ont décidé de faire après leur avoir demandé clairement la semaine passée de ne pas faire ça. Très, très clair, là. Je vous remets les faits en situation. En 2019, on a négocié. J'étais à la négociation avec le docteur Franqueur. J'étais au Trésor à ce moment-là. Puis rappelez-vous dans quelle situation étaient les médecins spécialistes. La population était très mal à l'aise avec les salaires qui étaient payés. On a négocié une entente qui était difficile à obtenir, où il y avait, entre autres, ce qu'on a appelé l'Institut de la pertinence, où on est s'entendu entre la FMSQ et les différentes associations pour enlever des primes qui étaient jugées inutiles. Primes de jaquette, primes de rendez-vous, primes d'arrivée à l'heure, etc. Ça, c'est une des primes qui a été discutée, donc d'arriver à l'heure. Écoutez, payer des gens pour arriver à l'heure, il y a bien des gens qui aimeraient ça avoir des primes pour arriver à l'heure parce qu'ils arrivent à l'heure à tous les jours. Donc, pour résumer, là, l'association des anesthésistes a décidé de ne pas respecter l'entente de l'Institut de la pertinence. Alors là, j'ai demandé au nouveau président qui vient d'arriver, le docteur Oliva, j'ai dit, écoutez, il faut être clair, là, c'est votre responsabilité d'avoir cette entente-là avec vos anesthésistes. Et c'est ce que le docteur O'Patterney l'a bien clairement indiqué, que c'est à lui de faire respecter l'entente des anesthésistes. Ce que j'ai dit aux anesthésistes, soyons très clairs, là, on est en train d'améliorer notre situation dans les hôpitaux pour reprendre des chirurgies. C'est vraiment pas le temps de couper les heures dans les blocs opératoires pour justement être capable de opérer les gens qui attendent puis qui sont sur des listes d'attente. Je suis pas certain que les anesthésistes ont compris la gravité de la situation. Ça va être très clair. Merci. Monsieur Legault. 100% d'accord avec le ministre de la Santé. C'est totalement inacceptable. Puis on se rappellera qu'on avait été très clair qu'il y aurait des ajustements en rémunération des médecins spécialistes. On a eu une entente avec la présidente de la FMSQ. Bien, cette entente-là doit être respectée. J'invite maintenant Mylène Crête du Devoir à poser sa question. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, Dr. Arruda, je vous avais posé une question là, sur les gens qui sont immunosupprimés par rapport au délai de la deuxième dose. Vous m'aviez dit qu'il serait réduit à 4 semaines. Donc, je me demandais, quand prévoyez-vous à ce moment-là offrir cette deuxième dose et comment allez-vous procéder? Bien, ça va être à faire. Habituellement, là, les gens qui sont très immunosupprimés, là, c'est géré par les cliniciens, soit les pharmaciens ou dans les milieux hospitaliers. Là, c'est cette façon-là que ça va être. Ces gens-là vont se faire rapprocher le rendez-vous. Et peut-être M. Dubé pourrait répondre à la question. J'ai reçu de nombreux messages de gens justement qui étaient immunosupprimés, qui ont contacté leur établissement de santé, leur médecin, et il n'y avait pas moyen pour eux de recevoir cette deuxième dose, même s'ils attendent depuis plus de 4 semaines. Donc, je me demandais, M. Dubé, au niveau du système de santé, en tout cas du ministère, comment est-ce que ces gens-là doivent procéder pour avoir cette deuxième dose qu'ils attendent? Bien, comme le docteur Arruda, je veux dire, moi, j'ai très hâte de pouvoir leur donner une réponse, là, mais je dois être capable de mettre en place, là, en fonction de l'opinion qui nous a été mise. Je suis en attente de cette opinion-là, puis je vais agir excessivement rapidement quand je vais avoir l'information. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais avec Raquel Fletcher de Global. Bonjour.
Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Monsieur Legault, il est question d'immigration. On a entendu dire que vous vouliez des immigrants qui allaient gagner un salaire au-dessus de 56 000 $. Vous avez dit que d'accepter des immigrants qui en faisaient moins, cela ne faire qu'aggraver la situation. On dirait que vous blâmez les immigrants ou vous mettez la responsabilité sur les immigrants eux-mêmes. Voudriez-vous clarifier le message? Donner plus de détails. Quelle est votre vision de l'immigration? Ce que j'ai dit, c'est deux choses. Premièrement, nous recevons environ 60 % des migrants qui font partie de ce qu'on appelle la migration économique. 40 % viennent du groupe qui est composé de réfugiés et la réunification familiale. Ce qu'on aimerait, c'est que nous voudrions augmenter le 60 % pour avoir un pourcentage plus élevé de migrants économiques. Et deuxièmement, nous voudrions qu'au sein du groupe de migrants économiques, que nous puissions cibler avant tout des gens ayant des diplômes et la formation afin d'obtenir des emplois qui font plus que le salaire moyen. Pour l'instant, nous avons 32 000 emplois qui représentent plus que 56 000 $ de salaire par année qui sont disponibles. Donc, ce que j'ai dit à Nadine Giroux et à M. Boulet, c'est qu'avant tout, nous puissions aller chercher ces gens-là pour combler ces postes-là. Madame Anglade spoke about this Question? this morning, and she says that this is On en a parlé ce matin et on a dit que ce n'était pas une vision réaliste de l'immigration, qu'il y a un manque de main-d'œuvre au Québec. On a besoin de plus d'immigrants, mais de toutes les classes, de toutes les catégories. Et elle questionnait votre vision. Pensez-vous que c'est une vision à court terme de polariser votre attention sur les grands diplômés? C'est parce qu'il y a quand même un manque de main-d'œuvre au Québec. Réponse. Il y a une différence importante entre l'approche libérale et la nôtre. Notre approche, c'est d'augmenter le pourcentage des migrants qui sont de nature économique. Et notre deuxième cible, c'est d'avoir avant tout les gens qui font plus d'argent. C'est ceux qui auront le plus de diplômes et le plus de formation. C'est une approche différente. Je sais très bien que les gouvernements libéraux ne voyaient pas cela comme un dossier important. Ces deux critères étaient pas importants pour eux, mais pour moi, c'est très important. Question? Bonjour. J'ai entendu votre réponse en français, mais j'aimerais vous entendre en anglais sur la question. Que dites-vous aux Québécois après le Comité canadien d'immunisation? Ils ont conseillé d'attendre un autre vaccin plutôt que de prendre le Janssen ou AstraZeneca. Cela a suscité beaucoup de frustration et de confusion. Que dites-vous aux Québécois? Vous voulez que je répète ce que j'ai dit en français? Non, pas nécessairement, M. Legault, mais de clarifier, c'est que le CCNI, pas plus tard qu'hier, a dit qu'il serait peut-être opportun d'attendre pour un autre vaccin. Si vous avez le choix d'AstraZeneca ou Janssen, cela a causé de la confusion et de la frustration. Donc, puisque l'AstraZeneca est encore disponible, moi, je peux commencer. Il y a deux enjeux. Ce qu'on a dit aux gens, vous vous rappelez, on avait environ 100 000 doses AstraZeneca il y a 2 mois, et ensuite le 400 000. À ce moment-là, on a dit très clairement à tous les Québécois, c'est votre choix.
Vous pouvez faire un choix éclairé. Vous pouvez attendre un tel nombre de semaines et prendre le risque, si vous avez 45 ans et plus, le risque est d'attendre. Et ce risque, c'est d'attraper la COVID pendant toutes ces semaines-là d'attente. Je pense que beaucoup de gens ont pris une décision éclairée car c'est une des raisons pour lesquelles nous avons cette troisième vague. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est une des raisons, un des facteurs qui a eu un impact important sur notre gestion de la troisième vague. Parce que nous avons été en mesure d'environ 500 000 vaccinés. C'est énorme. Donc, on a offert ce choix aux Québécois. Ce que la Dr Quach a dit, c'est qu'elle a parlé du nombre de semaines, c'est réduit. Je pense que c'est la seule chose qu'elle a rajoutée. Et moi, je pourrais suggérer que les gens prennent la décision. Peut-être qu'ils ne veulent pas attendre 2 ou 3 semaines, ils ne veulent pas courir le risque. Cela dépend de votre choix. Mais je pense que nous respectons pas mal tous la Dr Quach. Mais le facteur clé, c'est le temps. Mais c'était beaucoup plus long il y a 3 mois, n'est-ce pas, ou il y a 2 mois, que maintenant, étant donné le choix que nous avons avec Pfizer. Voilà. C'est comme ça que j'ai compris le commentaire formulé par la Dr Quach. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Les avantages du vaccin sont bien plus élevés que le risque de complications, qui est là, qui n'est pas zéro. Nous avons toujours été transparents à cet égard. Et j'aimerais rajouter, car il y a des gens qui appellent sur Chaudière-Appalaches, ils veulent comprendre ce qui sera dans la zone rouge. J'ai reçu des questions pour clarifier. Il n'y a que Robert Clich, Beau-Sardigan et Lac-Etchemin qui vont rester dans l'état d'urgence. Toutes les autres régions, les Appalaches, la Binière, la Nouvelle-Beauce, Lévis, Bellechasse, Montmagny et Lillet vont être en rouge, pour clarifier. Ah oui, et le granit, c'est l'Estrie, ils vont rester en état d'urgence. OK, juste un moment, on va vous demander de répéter ça en français, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, on m'a demandé de clarifier des choses pour la ville, pour la MRC de Chaudière-Appalaches, pour la région de Chaudière-Appalaches. Les MRC qui demeurent en mesure d'urgence sont la Beauce, Sartigan, les Etchemins et Robert Clich. Tout le reste passe au rouge. Donc, les Appalaches, Lotbinière, Lévis, Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Montmagny, Lillet, ça passe au rouge. Du côté de l'Estrie, on ajoute le granit comme étant une zone qui est à côté, justement, de Beauce-Sartigan, qui va être en mesure d'urgence. Parce qu'il y a des gens qui appelaient pour avoir des spécifications là-dessus. Merci. Cathy Solier, deuxième question. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre sur Marie-Ève Proulx. Une de mes collègues vient de réaliser une entrevue avec l'ex-maire de Montmagny. Il a travaillé à son bureau de circonscription pendant que 2 employés étaient en congé de maladie et il n'est pas surpris de voir l'évolution de ce dossier. Avez-vous attendu trop longtemps avant d'agir? C'est qu'elle est une fidèle de la CAQ depuis longtemps? Réponse. Non. L'année dernière, nous avons entendu dire que le climat de travail dans son bureau n'était pas favorable. Donc, nous l'avons rencontrée. Nous avons également pensé lui offrir les services d'un coach. On me dit que ça s'est amélioré à son bureau de circonscription, mais pas suffisamment dans son bureau au ministère. Donc, je l'ai rencontrée ce matin et on s'est mis d'accord ensemble qu'elle allait présenter sa démission à titre de ministre, mais elle va demeurer comme députée et nous avons un suivi. Donc, j'ai quelqu'un de mon bureau qui va assurer un suivi pour s'assurer qu'au bureau de la circonscription, que le climat s'est amélioré auprès des employés. Question? Parlez-nous du confinement et des perspectives pour l'été, s'il vous plaît. Comment envisagez-vous l'été face au confinement, par exemple? Réponse. Alors, c'est du délestage intellectuel.
Monsieur le Premier ministre, et je pense qu'on va en parler pendant les jours à venir. Nous y travaillons. Nous avons un plan. Ce serait peut-être un peu prématuré d'en parler aujourd'hui, mais on nous a demandé de présenter notre plan dans les jours à venir. Donc, je préfère attendre que ce soit finalisé. Dr. Arruda, sur les vaccins, quelles sont les chances d'avoir une deuxième dose qui n'est pas le même vaccin pour la première dose? Réponse. On n'a pas encore assez de données, mais je pense qu'il y a une bonne probabilité que ce sera possible. Nous voulons voir quelle est la réaction. Est-ce que ça donne une meilleure couverture, une meilleure protection ou moindre? Il faut étudier cela par les scientifiques, quoi. Philippe Autier, de Gazette. Good day. Bonjour. Monsieur Legault, je sais que vous suivez la situation qui prévaut dans les aéroports de très proche, de très près. On nous dit qu'il n'y a pas de sanctions ou d'amendes pour les gens qui refusent la quarantaine à Dorval. Avez-vous entendu parler de ça? Parce qu'ils donnent des contraventions aux gens qui arrivent en Colombie-Britannique et ailleurs, mais pas à Montréal. Êtes-vous au courant? Réponse, non, je ne suis pas au courant de la situation. Je passe un peu moins de temps avec les lignes aériennes. Mais vous suivez ce qui se passe dans les autres provinces. Oui, j'ai entendu Doug Ford le dire, c'est vrai. Je vous l'accorde. Question pour le Dr. Arruda d'un collègue à moi. Avez-vous l'impression est-ce que le Québec pourra atteindre une immunité collective une fois que nous aurons assez de personnes vaccinées ou serons-nous toujours en combat contre le virus? Réponse. Tout dépend des mutations virales. Et cela dépendra également du genre de variant qui va circuler, car l'immunité collective dépend des caractéristiques du virus. Par exemple, pour la rougeole, vous avez besoin de 95 % pour avoir l'immunité collective. Donc, ça dépend du niveau de maîtrise pour endiguer les éclosions. Mais je pense qu'avec la deuxième dose du vaccin, je crois que nous serons en bonne position pour faire abaisser les taux d'infection ici comme ailleurs. Question mienne. Donc, est-ce qu'un seuil, c'est quoi le seuil, Dr. Arruda? Réponse. Les gens parlent de 75 %, d'autres de 80 %. C'est très difficile d'avoir un chiffre exact. Il nous faut avoir plus de renseignements sur les différents cycles de la maladie. Et cela s'échelonne sur des années. Il reste quelques secondes. Je vais poser une question, une des nombreuses questions que la Tribune de la presse a reçues. Avec l'annonce de la réouverture de la ronde le 22 mai prochain, comprenant les aires de repas et les restaurants, la nouvelle association des bars du Québec a remis en question le sérieux du gouvernement, alors que les restaurants et les bars en zone rouge doivent de leur côté demeurer fermés. Qu'est-ce que vous répondez aux restaurateurs et tenanciers de bars qui trouvent cette décision injuste et contradictoire? C'est une question de Jean-Michel Clermont-Goulet de Narcity Media. Il faut comprendre que les centres d'amusement ou les parcours déambulatoires qui sont à l'extérieur sont aussi régis par des différentes règles. Et dans les décrets qui ont été adoptés au Québec, c'était pas prévu qu'en zone rouge, on les fermerait. Fait que ça, c'est une des choses. Et à l'intérieur de l'établissement, comme tel, si jamais il y aura pas de repas s'il n'y a pas droit d'avoir de repas servis ailleurs, il n'y aura pas de repas servis comme tel dans ces zones-là. Mais actuellement, vous comprendrez que les parcs qui ne déplacent pas, là, qui ne sont pas les fêtes foraines, mais qui sont comme des parcours, ont toujours été ouverts, même en zone rouge l'année dernière, et c'est ça qui explique l'élément. Mais on travaille aussi activement, comme on le disait, à pouvoir donner du lest, notamment du côté des restaurateurs, au niveau des terrasses, etc. Très bien. Merci beaucoup. Bon après-midi. Voilà donc pour cette conférence de presse qui réunissait François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda, où on a annoncé certains assouplissements pour certaines régions.
Ça devient un peu complexe, là, mais grosso modo, ce qu'on doit retenir, c'est que les écoles primaires partout au Québec vont rouvrir à partir du 10 mai, partout au Québec. Et là, ça devient une espèce de courte pointe de mesure. Alors, notez bien, pour Québec, Lévis, Bellechasse, Montmagny-Lillet, la MRC de la Gatineau en Outaouais, la MRC Papineau en Outaouais, la MRC Appalaches, la région de Lobinière, la MRC Nouvelle-Beauce en Beauce. On passe des mesures d'urgence, donc du rouge foncé au rouge. Ça veut dire quoi? Les écoles secondaires rouvrent aussi. Les commerces non essentiels, dont les salons de coiffure, vont ouvrir aussi. Et le couvre-feu passe de 20h à 21h30. Pour la MRC Beauce-Sartigan, la MRC Robert-Clich et la MRC des Aides-Chemins en Beauce, on reste dans les mesures d'urgence. Les écoles primaires rouvrent, mais tout le reste reste fermé. C'est-à-dire, les commerces non essentiels restent fermés, les écoles secondaires restent fermées et le couvre-feu reste à 20h. Et la région du Granit, ça c'est Lac-Etchemin en Estrie, passe dans les mesures d'urgence. Donc, commerces non essentiels fermés, couvre-feu à 20h, les écoles secondaires fermées aussi. Alors, c'est ça l'espèce de courte pointe de nouvelles mesures. Pour les autres régions, si j'ai bien compris, ça reste le statu quo en ce moment. Il y a une poussée pour vous inciter à aller vous faire vacciner en ce moment. Le gouvernement dit... Le mois de mai, c'est le mois de la vaccination. Puis il fait miroiter d'autres allègements. Si les Québécois répondent à l'appel, les terrasses pourraient rouvrir, des rassemblements pourraient avoir lieu. Peut-être même le Centre Bell pour aller voir jouer les Canadiens de Montréal. Un peu d'espoir là-dessus. Mais attention, il faut que les gens aillent se faire vacciner et on espère qu'ils le feront. Voilà donc pour les mordus politiques. Christian Latreille et l'info suivent à l'instant. Merci d'avoir été là. Bonne journée. À demain.